Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. Et je lève mon verre à Morlaix, à Quiberon, et je trinque à Lorient, à Ouessant, à Crozon. Je me rince le gosier à l'agneau. Allez, salut tout le monde. Allez, aujourd'hui je profite de cette petite journée tranquillou. 5 nœuds de vent, des prévisions qui devraient rester autour de 5 nœuds de vent, donc là c'est vraiment de la voile facile. Une petite ligne de traîne-à-l'eau, voilà, mis le petit bar pêché. Que demande le peuple? Je vais vous faire une vidéo que je voulais tourner depuis très longtemps, à savoir parler des marées et de la navigation. Alors cette vidéo, elle sera volontairement très pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir en gros sur les marées pour naviguer en voilier? Il n'y aura pas du tout d'histoire de mécanisme de marée à proprement parler, ce sera vraiment que du pratique. Du coup, bon, les mécanismes, il faut quand même qu'on en parle un petit peu. Vous pourrez aller vous renseigner sur internet sans problème hein, pour trouver des bonnes informations là-dessus. Mais en gros, c'est 3 astres qui sont en jeu, le soleil, la lune et la terre. Les astres s'attirent entre eux, donc le soleil et la lune créent une forme d'attraction sur la terre qui a envie de la déformer légèrement. Cette attraction fait que la terre va vouloir se déformer légèrement, attirée par à la fois la lune et à la fois par le soleil. Et en fait, du coup, comme la terre ne peut pas se déformer, ou plus difficilement, et ben en fait c'est l'eau qui se déforme comme c'est plus liquide. Et donc c'est l'attraction de la lune, du soleil, la force qu'ils vont représenter sur la terre qui va faire que l'eau va plus ou moins se déplacer d'un endroit à l'autre. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. Et donc moi je vais essayer de vous parler de la marée par rapport à la navigation à proprement parler. Et donc en fait nous on va devoir s'intéresser en naviguant à seulement 2 choses, à savoir la hauteur d'eau et le courant qui est généré par cette marée. Et donc on n'a pas besoin de savoir autre chose que ça, la hauteur d'eau et les courants. Allez, c'est parti pour la hauteur d'eau. La marée, elle va être haute et basse. L'eau va monter plus ou moins en fonction du coefficient. Et à marée haute, sur les almanachs de marée, on va avoir une marée haute qui va nous être donnée avec une hauteur d'eau et une heure précise dans la journée de cette hauteur d'eau. Et une marée basse qui va être donnée avec pareil, une hauteur d'eau à marée basse à une heure donnée. Les marées, il y en a 4 par jour, de marée haute, de marée basse sur 24 heures, à peu près toutes les 6 heures. Ça peut être plus ou moins 6 heures, ça peut être 6h05, 5h59, ça dépend de plusieurs paramètres, mais tout ça c'est vachement bien écrit sur les almanachs. Et donc nous on aura besoin de savoir, et ça c'est la grande différence avec la Méditerranée, c'est-à-dire que le plan d'eau sur lequel on va naviguer, il va au fur et à mesure de la journée évoluer en hauteur. En Méditerranée, les sondes qui sont écrites sur la carte, elles sont quasiment constantes, c'est-à-dire qu'on sait exactement combien il y a d'eau. Si on sait exactement où on se trouve, on sait exactement combien il y a d'eau sous nous, grâce à la carte. Et en Atlantique, c'est un peu plus compliqué, mais pas beaucoup plus, à savoir que au fur et à mesure de la journée, cette hauteur d'eau, elle va évoluer. Elle va monter et descendre. Alors le premier point très important, ça va être les sondes des cartes et donc le zéro hydrographique. Il faut savoir que les sondes des cartes, c'est pas bien compliqué, c'est les sondes qu'il y a aux plus basses mer. Ça veut dire que tout simplement, si on est très pratique, il y a toujours plus d'eau que les sondes des cartes. Donc ça c'est très important à prendre en compte et ça permet de bien déstresser par rapport à ça. Ça veut dire que si sur votre carte vous avez la hauteur d'eau suffisante toute la journée pour naviguer en fonction de votre tirant d'eau, vous n'avez même pas besoin de faire des calculs de marée, vous aurez toujours de l'eau sous votre quille, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc ça c'est la première chose à prendre en compte. Bien entendu, on va prendre en compte notre tirant d'eau, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait à la fois la hauteur d'eau suffisante pour laisser passer notre bateau et son tirant d'eau et sa quille, ainsi qu'un petit pied de pilote. Ça va de soi. Si vous avez un tirant d'eau de 2 mètres et que vous avez 1 mètre d'eau, vous passerez pas, ça c'est logique. Ça c'est la première étape dont on aura besoin, donc c'est-à-dire de savoir lire les sondes sur les cartes.
À ces sondes, on va ajouter la hauteur d'eau en temps réel qui va évoluer d'heure en heure, qui ne va faire que monter si c'est la marée montante, jusqu'à atteindre la hauteur maximale du jour à l'heure de la pleine mer, et qui va faire que descendre quand c'est la marée descendante, jusqu'à atteindre le seuil minimal du jour quand c'est la basse mer. Donc ça, c'est facile. En gros, vous avez votre sonde sur la carte et à ça va s'ajouter une hauteur d'eau en fonction de l'heure de marée. Alors pour avoir la hauteur d'eau, à un moment précis, on va avoir plusieurs outils. Soit les applications. Moi perso, j'utilise Marée Info que je trouve pas mal, plutôt mieux que l'autre application dont j'ai oublié le nom mais que je vous mettrai dans la vidéo, que j'ai aussi. Je la trouve mieux parce que tout simplement les horaires sont plus précis. Les autres, il y a toujours 5 ou 10 minutes d'écart et c'est pareil pour les hauteurs d'eau. Marée Info, pour moi, c'est l'application où les marées sont le plus en rapport avec le CHOM. Le CHOM, c'est l'organisme en fait qui définit, qui calcule les hauteurs d'eau de marée, et c'est, on va dire, l'organisme officiel qui est reconnu en France pour nous indiquer les heures de marée en fonction des jours et les coefficients, les hauteurs d'eau, les heures de pleine mer, de basse mer et tout ça. Donc voilà, c'est l'institution de référence, voilà. Et l'application Marée Info, c'est pour moi celle qui se remet le plus. Et donc Marée Info, c'est super simple à utiliser. On a, comme sur un almanach classique, la hauteur d'eau de la pleine mer, la hauteur d'eau de la basse mer, l'heure de la pleine mer, l'heure de la basse mer, le coefficient. Le coefficient, plus l'attraction de la Lune ou du Soleil va être élevé, plus le coefficient va être élevé et plus le marnage sera différent. Le marnage, c'est la différence de hauteur d'eau entre la pleine mer et la basse mer. Plus le marnage sera important, plus l'eau va monter haut et descendre bas. Et plus le coefficient va être important, plus l'eau va monter haut et descendre bas. Et se rapprocher du zéro donc hydrographique des sondes notifiées sur la carte. Et donc, l'application de marée, donc on a les heures de pleine mer, les heures de basse mer, les hauteurs d'eau aux pleine mer, aux basses mer. Et on a aussi, et ça c'est l'outil qui est très pratique, les hauteurs d'eau en temps réel. Donc ça c'est très pratique pour naviguer, on sait exactement combien on a d'eau à l'heure H. Voilà, sans faire de calcul bien précis. Et sinon, on a un autre outil qui marche très bien aussi, c'est la règle des douzièmes. On peut calculer la hauteur d'eau en faisant une règle qu'on appelle la règle des douzièmes. Alors cette règle, ça peut paraître un peu rébarbatif quand on n'a jamais vu, mais c'est pas bien compliqué. Et en fait, donc on s'est rendu compte que la marée, sur 6 heures, elle évoluait pas de façon constante. C'est-à-dire que, en gros, elle commence à monter doucement les premières heures pour atteindre, au bout de 2-3 heures, le maximum d'intensité de hauteur d'eau sur une heure, et pour après réduire l'intensité d'hauteur d'eau max. Alors ça, c'est un peu compliqué à comprendre. Ça, je vous encourage à aller voir comment fonctionne la règle des douzièmes, mais c'est pas si compliqué que ça. En gros, le marnage, on va le diviser par 12. C'est-à-dire que si, par exemple, à marée basse, on a 2 mètres et à marée haute, on a 8 mètres, on aura un marnage de 6 mètres. C'est la différence entre la pleine mer et la basse mer. Et ces 6 mètres, on va les diviser par 12. Voilà, ce qui va faire 0,5 cm. D'accord? Et en fait, on sait de façon sûre que la mer, elle monte d'1/12 la première heure, de 2/12 la deuxième heure, de 3/12 la troisième heure, de 3/12 la quatrième heure, de 2/12 la cinquième heure et de 1/12 la sixième heure. Ça veut dire qu'en gros, elle va monter de 50 cm la première heure, d'1 mètre la deuxième heure, d'1 mètre 50 la troisième heure, d'1 mètre 50 la troisième heure, d'1 mètre la quatrième heure, etc. etc. Voilà. C'est pas très compliqué à comprendre, mais on peut calculer très simplement du coup, cette notion-là et savoir exactement quelle hauteur d'eau on va avoir à une heure donnée grâce à ce phénomène. Alors moi, je me suis fait aussi pour cette règle un document Excel que je vous partagerai si vous voulez, où là, il suffit de rentrer les heures de marée et ça calcule directement les hauteurs d'eau. Exactement ce que fait une appli finalement, voilà, mais ça permet d'avoir ça. Je peux me préparer ça si j'ai envie avant de partir en mer et de m'imprimer le dossier, comme ça je sais, même si je tombe en panne électronique, quelle hauteur d'eau j'ai. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule une règle des douzièmes, à savoir que comme c'est pas tout à fait 6 heures, on va devoir calculer aussi des heures marée. Ça veut dire que par exemple, si la marée elle fait 6h06, et ben c'est 1 heure 1 minute. C'est 1 heure 1 minute de la première heure, quoi.
Et ou si elle fait moins de 6 heures, ça va être peut-être 58 minutes la première heure, 58 minutes la deuxième. Voilà. Donc on va devoir quand même diviser on va devoir quand même définir une heure marée, mais même si on le fait pas, comme on est proche de 6 heures toujours, en gros on aura, même si ce sera pas tout à fait précis, une bonne notion de combien monte la mer avec la règle des 12e, même si on fait pas le calcul de l'heure marée. Mais théoriquement on calcule l'heure de marée et la hauteur d'eau. Voilà. Alors les autres outils qu'on va avoir aussi, évidemment en Atlantique, le sondeur, il a toute sa place sur un bateau, il est quasi indispensable. Moi par exemple, ça me viendrait pas à l'idée de naviguer sans sondeur sur l'Atlantique, alors qu'honnêtement c'est quelque chose sur la Méditerranée qui est pas nécessaire, qui est pas nécessaire. Un sondeur en Méditerranée, c'est pas vraiment nécessaire. C'est une aide quand on veut s'ancrer, savoir combien on a d'eau sous nous, tout ça, mais c'est bien sûr une aide, donc si on l'a, c'est très bien. Mais autant c'est fondamental en Atlantique, autant c'est pas l'équipement prioritaire à mettre en Méditerranée, voilà, le sondeur. Donc ça c'est un autre outil qui est important. Et évidemment la cartographie, donc savoir exactement combien il y a d'eau en dessous de nous aux plus basses mers. La cartographie, hein, qu'elle soit électronique ou papier, ça n'a aucune importance. Aujourd'hui en 2023 quand même beaucoup de gens naviguent avec de la cartographie électronique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir naviguer avec de la cartographie papier, mais l'un ou l'autre peu importe, mais une bonne cartographie et savoir exactement où on est et savoir combien on a et savoir où on est, et il n'y a que la cartographie qui peut nous donner exactement la sonde, la hauteur d'eau qu'on a en dessous de nous en fonction de là où on est. Voilà. Donc ça c'est les outils fondamentaux. Sondeur, appli de marée, règle des 12e, cartographie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en pratique, c'est pas si compliqué que ça la hauteur d'eau, et qu'en pratique, selon notre bassin de navigation, par exemple moi là, en étant sur Brest, je n'ai quasiment aucune journée dans l'année où j'ai besoin de me tracasser de la hauteur d'eau. Et si jamais j'ai besoin de me tracasser de la hauteur d'eau, ce sera uniquement, mettons, à 1 heure de la basse mer, à 1 heure plus ou moins de la basse mer, où là j'aurai pas beaucoup d'eau, parce que je sais qu'après j'aurai toujours suffisamment d'eau partout pour rentrer. C'est plus difficile si on est sur un port à échouage, ou si sur certains ports le chenal d'accès il n'est ouvert qu'à certaines marées. Ça c'est vrai, mais en pratique on a besoin de se tracasser de la hauteur d'eau. On regarde les cartes et on a besoin de se tracasser de la hauteur d'eau uniquement quand on navigue dans une zone où il y a moins que notre tirant d'eau aux plus basses des basses mers. Voilà. Le reste du temps, si on va vers le large, on n'a qu'à s'en tracasser 10 minutes dans la journée de savoir à quelle heure partir, et après on est tranquille. Comme je navigue sur un petit coef là aujourd'hui, je peux faire ce que je veux quand je veux, même qu'il n'y a pas beaucoup d'eau à côté, il y aura toujours suffisamment d'eau aux plus basses mers pour que je rentre au port sans problème. Vous voyez, on utilise très rarement les hauteurs d'eau. En pratique, selon notre zone de navigation, on n'utilise pas tant que ça les hauteurs d'eau. Et on navigue 95% du temps, soit dans des eaux saines, donc qui ont toujours suffisamment d'eau, soit à des heures où il y a suffisamment d'eau. Finalement, il n'y a pas tant que ça d'endroits où on a besoin de vraiment faire ces calculs de marée. Sur le bassin d'Oléron, La Rochelle, ça oui. En Manche, c'est sûr. Et après, honnêtement, en Bretagne, à part de s'enfoncer dans les petits trias en général, on n'a pas besoin tant que ça. C'est rigolo, mais moi, je pensais avoir toujours besoin de m'en tracasser. Et au début, je me faisais vraiment un sang d'encre avec ça. Mais en pratique, honnêtement, on en a vraiment moins besoin que ce que je ne pensais. Voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, en pratique aussi, si on n'est pas du tout sûr, si on n'a pas d'application de marée, si ça nous fait peur la règle des 12e, qu'on n'a rien compris, qu'on n'a rien compris à la règle des 12e, eh ben, il suffit de naviguer dans de l'eau bleue, au-dessus de la sonde des 2 mètres, par exemple, sur un tirant d'eau d'1,60, et on est certain qu'il nous arrive rien. Voilà. Le seul cas où ça peut se complexifier un petit peu, c'est quand on navigue sur l'estran. Donc l'estran, c'est la zone de marée qui est soit recouverte, soit découverte et qui est à sèche à marée basse. Elle est plus ou moins longue en fonction du coef. Plus le coef va être important, plus l'estran va être grand. Et là, quand on navigue sur l'estran, on aura ce qu'on appelle des sondes négatives. Elles vont être soulignées sur la carte. Ça veut dire que ça peut découvrir de 2 mètres, 3 mètres. Et donc là, il faudra faire du coup un calcul quand on navigue là pour être certain d'avoir la hauteur d'eau suffisante, à la fois pour compenser la sonde négative, qui, si vous schématisez, ça ferait une colline au fond de la mer, qui empêcherait une colline surélevée au fond de la mer, si vous voulez,
Et là, ça nécessitera de calculer son tirant d'eau, la hauteur d'eau qu'on aura, en prenant en compte le fait qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de hauteur d'eau que le zéro hydrographique, puisqu'il faudra compenser la négativité des sondes. Voilà, donc il faudra compenser. Et donc là, ça peut compliquer pleinement. Et certains ports, et notamment en Bretagne, là, il faudra passer sur l'estran. Et donc, on aura besoin, peut-être que certains ports sont accessibles seulement à 1 heure ou une demi-heure de la pleine mer à partir de tel coefficient. Voilà. Là, c'est plus compliqué. Mais en règle générale, quand on navigue dans des ports en eau profonde, on s'intéresse jamais de la hauteur d'eau. On s'intéresse vraiment très peu de la hauteur d'eau. Moi, en pratique, depuis 10 ans en Bretagne, j'ai eu des soucis seulement 2-3 fois où j'ai pas pu rentrer dans un port, où j'ai pas pu parce qu'il n'y avait pas assez d'eau, où j'ai dû m'ancrer avant pour pouvoir rentrer dans le port. Voilà, ça c'est ma pratique perso. Mais on navigue dans un bassin où il y a quand même pas mal d'eau, il faut reconnaître. Il y a des endroits où il y en a moins. Voilà, donc ça c'est la première chose, la gestion des hauteurs d'eau qui n'est pas si compliquée que ça. Alors comme je vous l'ai dit, la hauteur d'eau finalement, c'est quelque chose qui peut être inquiétant au début. Moi, ça m'inquiétait terriblement. J'avais peur de m'échouer en continu. Mais c'est finalement pas la composante la plus importante de la marée pour naviguer. La composante la plus importante pour naviguer, selon moi, c'est le courant généré par la marée. J'avais une vision aussi erronée de ça quand j'ai commencé à naviguer en Atlantique. C'est-à-dire que je me disais, bon, le courant, il est là. Et puis, s'il y a un vent qui souffle contraire, ça va en quelque sorte annuler le courant. Moi, j'avais cette vision vraiment fausse du phénomène. C'est-à-dire que je voyais ça un peu comme la mer du vent. S'il y a un vent qui arrive dans l'autre sens, et la mer du vent initial s'annule et le courant initial s'annule et le courant part dans l'autre sens, vous voyez. Et alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça. Le courant, c'est quelque chose qui est toujours présent et qu'il faut imaginer vraiment comme un tapis roulant ou comme un rouleau compresseur. Parce que j'aime bien l'image du rouleau compresseur parce qu'on a cette image du truc massif. Parce qu'en fait, le courant, il est présent sur toute la surface de l'eau. De la surface au fond de l'eau. Il avance comme ça, en fonction des heures de marée, dans un sens ou dans l'autre. Souvent, d'une manière générale, et pour rester très pratique, sans parler de cas particuliers, il souffle dans un sens en montant et dans le sens exactement opposé en descendant. Voilà. Et donc ça, c'est une composante vraiment à prendre en compte parce que c'est toujours présent. Alors, d'une manière générale et pour simplifier aussi, globalement, le courant de marée, il longe les côtes. C'est-à-dire qu'il va s'engouffrer, il va taper contre les côtes et puis les longer tranquillement et l'eau va monter comme ça en longeant les côtes ou en descendant. En Bretagne, en Manche par exemple, avec le flot, il faut imaginer la Manche qui va se remplir et la mer d'Iroise et l'océan Atlantique. Et du coup, on va avoir un courant qui va, dans la Manche par exemple, avec le flot, avec la marée montante, venir de l'ouest pour aller vers l'est. Et globalement, au moment du jusant, donc de la marée descendante, il va aller d'est en ouest, en longeant plus ou moins les côtes. Et donc ce courant, comme il est toujours présent, on va avoir, dans l'idéal, toujours à devoir s'en servir. Parce qu'il va toujours pouvoir nous porter plus vite dans un endroit. Et dans tous les cas, on va avoir du mal à lutter contre. C'est-à-dire que si on a un courant de 3-4 nœuds et que notre bateau avance à 3-4 nœuds, et bien tout simplement on va pas avancer. Donc on va rarement pouvoir naviguer contre le courant. Sauf dans certains cas, quand le courant est pas très fort, en faisant un appui moteur éventuellement. Mais dans l'idéal, on va toujours essayer de se servir de ce courant et de ne jamais naviguer contre. Ce qui rend la navigation, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, très intéressante parce que c'est génial de devoir composer avec le vent et un autre élément, et en plus de ça on tient des moyennes qui sont super bien et c'est assez grisant de se dire ah bah tiens, je suis parti à telle heure, je vais rejoindre tel courant à telle heure, ça y est, je suis dans tel courant, je vais rejoindre tel endroit à telle heure. Ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et comme ça longe les côtes, en général le courant il nous amène toujours, si on le prend dans le bon sens, là où on veut aller. Voilà, et ça c'est... Moi j'avais pas du tout cette notion quand j'ai commencé à naviguer en Méditerranée. Je me disais que c'était toujours contraignant, alors qu'en fait c'est toujours une aide. Voilà. Allez, je fais une petite intermède à la barre parce que... déjà je suis à la sortie du port du château et je pense qu'il y a une manifestation de vieux gréements. Donc déjà c'est fort joli. Puis surtout il y en a beaucoup. Hop. Il y en a d'autres qui sortent là-bas.
il y en a plein, une dizaine. Alors du coup j'en profite et en même temps comme il y a du trafic je reprends la barre. Il y a un temps pour tout, un temps pour raconter des conneries en vidéo et un temps pour protéger son bateau et les autres. Et en plus de ça c'est fort joli. Je pense qu'il y a une régate de vieux gréement en fait. Tout bien réfléchi. En tout cas, c'est quand même une journée parfaite. Et donc ce courant, on s'en sert toujours à bon escient et c'est génial pour pouvoir bien naviguer. Et c'est très facile comme phénomène à appréhender finalement. J'avais vraiment peur de naviguer dans des zones à courant quand j'ai commencé la voile dans l'Atlantique. Et honnêtement, pourtant, là où je suis, c'est l'un des endroits où il y en a le plus. Hein. Et ben franchement, c'est très simple à appréhender. En revanche, et le seul truc vraiment gênant avec le courant, c'est qu'il est toujours présent. Moi, j'étais persuadé avec ma vision erronée que quand il y avait un courant de 5 nœuds, par exemple, dans un sens, et s'il y avait un vent de 5 nœuds dans l'autre sens, ben, j'avais l'impression que ça l'annulait, quoi. Que ça annulait le courant et que du coup, on pouvait naviguer sans courant. Voilà. Alors, c'est con, mais c'est ce que je pensais. Voilà, quand j'ai commencé. Alors que en vérité, le courant est toujours présent. Et c'est là où c'est très gênant, parce que quand le vent souffre contre le courant, d'une manière générale, ça lève une mer dégueu. Par exemple, nous dans le Goulet, eh ben, on a un passage qui est connu, hein, mais où quand le vent souffle contre le courant, on a des grosses déferlantes qui peuvent faire 2 mètres, 3 mètres de haut, qui se lèvent d'un coup comme ça sur 500 mètres. Et c'est des mers casse-bateaux et très dangereuses. Et dans les zones à difficulté comme le Rat-de-Seine, le Rat-Blanchard en Manche, toutes ces zones-là, eh ben, il ne faut jamais naviguer avec le vent contre le courant. Et là, pour le coup, ça peut devenir contraignant. Et des fois, tout simplement, on ne peut pas passer parce que la mer est trop dégueulasse. Par exemple, un Rat-de-Seine vent contre courant, bah jamais il faut s'engager dans le Rat-de-Seine vent contre courant. Et là, on va tomber sur des déferlantes, une mer croisée qui peut vraiment coucher des bateaux. Il y a des rochers partout autour. Donc, c'est vraiment pour ça que cet endroit est dangereux. C'est pour les zones de vent contre le courant. Tant qu'on est avec le vent et le courant, il peut y avoir 10 nœuds de courant. C'est un tapis volant. On passe ça en 20 minutes. C'est réglé. C'est tout plat. On était dans des rapides en quelque sorte. Mais si le vent se trouve face au courant, là, ça devient très dangereux. Et c'est en ça que le courant ici est dangereux. Pas au quotidien, mais il ne faut pas qu'il souffle contre le vent. Voilà. Le problème, c'est que, par exemple, si on fait une navigation de 12 heures, si on fait une navigation à la journée, ne serait-ce qu'en faisant une navigation à la journée, on va naviguer pendant 6 heures le vent contre le courant, si le vent est dans le même sens toute la journée. Donc pendant 6 heures, on va tomber sur une mer particulière, bizarre. Alors si on est en pleine mer, ça va être du clapot, comme je vous ai dit, c'est pas bien méchant. Par contre, dans les zones dangereuses ou les zones à fort courant, là la mer peut se lever vraiment de façon dégueu et là elle devient impraticable. Voilà. Donc c'est la seule difficulté avec le courant, c'est ça, c'est ces notions de vent contre le courant et c'est tout. Donc vous voyez que c'est pas bien compliqué, c'est toujours une aide sauf quand il souffle le vent contre le courant et auquel cas là il faut faire très attention. Alors quels sont les outils qu'on a pour appréhender le courant? Déjà donc on a forcément les applis de marée, l'almanach de marée pareil c'est important. On aura le courant inverse à la marée montante et à la marée descendante. On a une application qui est géniale, qui s'appelle Juzy, qui est payante mais qui n'est pas très chère, qui coûte 2-3 euros. Et là, ça donne pareil, un peu comme les applications de marée, c'est-à-dire que ça donne le courant en temps réel sur notre zone de navigation. Et on peut aussi faire une anticipation, c'est-à-dire que si on sait qu'on va être à telle heure à tel endroit, on va savoir combien on a de courant avec nous, contre nous. Voilà, si ça passe, si ça passe pas. Tout à l'heure je vous disais qu'il fallait toujours naviguer avec le courant. Des fois si on a un courant de 1 nœud et qu'on avance à 3 nœuds, ça vaut le coup de s'engager contre le courant puisqu'on avancera toujours à 2 nœuds. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette application elle est géniale parce qu'elle nous permet de savoir exactement quel courant on a en temps réel et quel courant on aura dans les heures à venir dans la zone où on se trouvera. Donc ça elle est super. Et pareil, on a les atlas de courant qui sont même mis dans les almanachs du marin breton ou les blocs côtiers.
Donc là c'est pareil, c'est la même chose que les applications, sauf que c'est en fait des flèches qui sont plus ou moins grosses et qui sont définies par rapport à une marée d'un certain coefficient. Voilà, ça a le mérite de ne pas être électronique, donc ça fonctionne toujours. Un bon outil aussi pour les courants, c'est un lock. C'est un lock qui fonctionne parce que on va pouvoir définir entre la vitesse sur le lock et la vitesse sur le fond, la vitesse du GPS, on va pouvoir définir le courant. Bon, ça c'est si on navigue sur un bateau qui a un lock qui fonctionne. Moi personnellement, j'ai jamais navigué sur un bateau qui avait un lock qui fonctionnait. Voilà. Le lock, c'est une petite roue là qui est dans l'eau, qui tourne et qui dit la vitesse qu'on fait à la surface. Voilà, donc c'est la vitesse en fait du bateau sans prendre en compte le courant, quoi. Donc des fois on avance à 3 nœuds et on est à 10 nœuds sur le fond parce qu'on a 7 nœuds de courant. Et des fois c'est l'inverse, on avance à 1 nœud et on a le bateau au lock, on avance à 5 nœuds. Donc c'est avec cette différence entre les deux qu'on peut définir le courant. Mais par rapport à une application Juzy, c'est beaucoup moins précis et ça fonctionne jamais un lock. Si vous avez un lock qui fonctionne sur votre bateau, vous avez le droit de me le mettre en commentaire. Et voilà, on fait le petit retour tranquillou sous spi, ce qui nous permet d'avoir à peu près 2 nœuds de vitesse. Et donc c'était la petite vidéo pour simplement vous montrer comment appréhender les marées en navigation d'un point de vue très pratique, de façon très terre à terre, hein, vraiment ciblé sur la navigation et les marées, sans rentrer trop dans les détails. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a seulement 2 choses à prendre en compte dans la marée: les courants, la hauteur d'eau. La hauteur d'eau, c'est très simple, et les courants, ça peut se compliquer un petit peu quand on navigue vent contre courant, mais sinon c'est plutôt une aide à la navigation. Voilà, salut tout le monde, à la prochaine.